Fièrement moi, j'ai la chance de rencontrer Cynthia qui a eu un gros accident de moto qui aurait pu être fatal. Le mot « fièrement soi » prend tout son sens. Bonne émission! Bonjour Cynthia. Bonjour. Je suis contente de te rencontrer. Avant de débuter, j'aimerais que tu me parles un peu de toi avant l'accident. Je m'appelle Cynthia Brault, j'ai 43 ans. Je suis enquêteur en charge des enquêtes chez Garda, des enquêtes au détail pour le Canada. Je suis une maman d'un enfant et demi. On a chacun un enfant, mon conjoint et moi. Puis, c'est ça. Je suis encore à l'université pour terminer des paquets de certificats. Puis, fait que t'es quelqu'un de vraiment très dynamique. J'aime beaucoup les projets, j'aime quand ça bouge, j'aime être occupée, j'aime mon travail, ouais. Fait que t'es une fille qui aime la vie. Oui, oui, beaucoup. Il est arrivé un incident au mois de mai. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, je fais de la moto. Je faisais de la moto. Je venais d'acheter une nouvelle moto, V-Star de Yamaha. Puis c'était la première fois que je la sortais pour une longue ride, là, si on veut. Cette journée-là, ce dimanche-là, on est allé aider un ami à déménager son entrepôt. Sur le chemin du retour, sur la 640, juste en prenant la sortie pour prendre la 13. Avant, j'avais une moto sport, fait que c'était facile de coucher la moto dans les sorties. OK. Puis avec celle-là, j'ai l'impression que j'ai pas été capable de la coucher assez. Puis j'ai touché à de la roche sur le côté, juste sur la ligne. Puis la moto a tout de suite dévié. J'ai pas eu le temps de rien faire. J'ai dit « fuck, c'est fini ». Puis je me souviens pas du reste. Je me suis réveillée à l'hôpital Sacré-Cœur. J'étais même plus aux soins intensifs. J'étais dans une chambre normale, puis je comprenais pas ce qui s'était passé. Puis tu dis, dans le fond, qu'avant, tu avais une moto sport. Oui, j'avais une Ninja 650, puis j'aimais ça faire pas des conneries, mais j'aimais ça aller vite, j'aimais ça le vent, j'aime les sensations fortes. Puis là, Colin, une petite ride bien relax, viré drame. C'est la première fois aussi que je portais un casque qui n'avait pas de visière. OK. J'ai frappé face première en premier. OK. J'ai eu 17 fractures au visage. Donc, tout a été brisé dans mon visage. Les arcades sourcilières, le nez, le menton, ça ici, tout était... Les dents, évidemment, là, je n'étais pas naturellement sans dents. Puis au niveau du cerveau, au niveau des cognitions, tout ça, est-ce que tu as eu une fracture crânienne? Non, le crâne, non, a été protégé. J'ai rien au dos, au bassin, j'ai rien. Wow. Mais j'ai eu 24 fractures au total sur mon corps. Puis évidemment, une perte de mémoire de tous les événements. Puis de la semaine aux soins intensifs. Mon mari me dit que je leur parlais pas parce que j'étais intubée, mais que je faisais des gestes puis que j'étais consciente, mais je me souviens pas de rien. Fait que dans le fond, quand tu dis « je me suis réveillée dans une chambre ouais. », ça veut dire que c'est ça, comme tout le temps aux soins intensifs, tu J'ai aucun souvenir. Je me souviens que je rêvais, que je me disais « je pense que tu as eu un accident de moto ». Puis je me répondais non, je suis au travail, de quoi tu parles? Puis ça l'a fait ça plusieurs fois. Puis la dernière fois, elle a dit, ben je me suis dit, c'est bizarre. Je pense que tu as eu un accident de moto. Puis j'ai dit, OK, mettons là. OK, puis un accident de moto. Puis c'est là que je me suis réveillée. Puis j'étais... C'est à ce moment-là? Oui. J'ai l'impression que ma tête puis le reste de moi voulait comme pas. Puis là, à un moment donné, tu as eu l'élément qui a fait OK. Ouais, à un moment donné, j'ai dit OK, là, je vais humor me, là. OK, c'est beau, j'ai eu un accident de moto. Puis c'est comme là que ça. On dirait que j'étais prête à l'affronter. Puis quand tu t'es réveillée, ça a été quoi? Ça a été quoi ton sentiment? Parce que je veux pas, c'est...
j'en revenais pas que j'étais encore en vie. Les douleurs, c'était atroce. Oui, hein? Ouais. À ce moment-là, précisément, j'aurais préféré mourir. Quand tu t'es réveillée, oui. Ça a été le moment le plus... Oui, c'est à ce moment-là où je me suis dit, pourquoi je suis ici, là? J'ai jamais brisé un orteil, un os dans mon corps avant, puis là, j'avais 5 côtes, une côte, le coude, le pouce, le genou, puis toute la face. Le visage. Puis je sentais pas... tu sais, comme tout était tellement enflé, mes yeux étaient à peine ouverts, puis je sentais pas que j'avais des dents dans la bouche. Il m'en reste, là. Mais je sentais pas rien à ce moment-là. C'était tellement douloureux. J'avais des points partout. J'étais un petit peu maganée. Quand tu t'es réveillée, est-ce que tu as voulu te voir ou tu avais peur de Mon mari m'a pas laissé me voir. OK. Il a pris mon cellulaire aussi. Il voulait pas que je me regarde. Et il disait, tu vas te regarder bientôt, mais là, tu n'as pas besoin de voir ça. J'ai été longtemps que je n'étais pas capable. OK. En réadaptation aussi, je n'étais pas capable de me regarder. Puis il fallait faire des exercices dans le miroir, là, tu sais, parce que ma bouche, elle ferme maintenant, mais elle ne fermait pas à ce moment-là. OK. C'est comme la physio au niveau là, buccal. Oui, puis quand il fallait faire la physio, il fallait se regarder dans le miroir pour brailler tout le long. C'était de toute beauté. Parce que c'est une grande acceptation, on veut pas. Là. Je pense pas que ça s'accepte. C'est pas... t'as un deuil à faire. Oui, right? À l'hôpital, j'étais beaucoup dans « mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je n'ai pas évité ça? Pourquoi c'est... OK, j'ai glissé sur de la roche, mais j'aurais été capable de la ramener. Pourquoi je ne l'ai pas ramenée? » Tu sais, beaucoup de questions. C'est ça, un refus d'accepter où j'étais fâchée après moi, j'étais fâchée après la moto. C'est sûr. Après le fait que pour la première fois, je mettais un casque, il n'y avait pas de visière, puis c'est là que je me suis pété la face. Parce que s'il y avait une visière, les dommages auraient été moins grands? Sûrement, assurément. Parce que c'est le visage qui a... Puis est-ce que ton mari était là? Parce que oui, on était les deux sur nos motos. Puis lui, je le suivais. Puis avant qu'il se rende compte que j'étais plus en arrière de lui, il y a peut-être 1 kilomètre qui a passé. Fait qu'il a arrêté, il a attendu un peu, puis il est revenu sur ses pas. Puis ça, c'est lui qui me raconte là, ça. Il m'a vu par terre, ça ici, c'était ouvert. Oh mon Dieu. Ma jambe était de l'autre côté, mon bras aussi. Parce que quand j'ai roulé, je crois, on me dit que j'ai dû longer un petit peu le garde-fou en métal. Oh là là, fait que la jambe est... Ouais, puis mon corps a dû partir avant que la moto se détache du garde-fou. Fait que c'est là que le bras, puis tout a dû... Que suivi tout ça, là. Ouais. Est-ce que ton mari, est-ce qu'il a encore sa moto? Comment il a tout mis... Tu sais, ils m'ont diagnostiqué un stress post-traumatique, là, mais je crois que lui a dû en vivre beaucoup plus que ce que moi je peux en avoir vécu. Dans le sens où il est arrivé, tu vois ton amoureuse par terre. Il ne savait pas si j'avais des fractures à la colonne, il ne savait pas si je me souvenais de lui, tu sais. Je veux dire, puis ça l'avait tellement vite. Oui, hein? C'est sûrement qu'il il a dû... Puis, je veux dire, il y a des gens qui ont arrêté. Il y a une infirmière apparemment qui est arrêtée. Puis, j'ai pas de souvenir, mais j'ai une impression que quelqu'un me répète souvent, ça va bien aller, ça va bien aller.
Mais j'ai pas de visage ou de souvenir. Non, pas du tout. Est-ce que ton mari trouve que tu as eu l'ambulance est arrivée rapidement? Oui, apparemment que c'est arrivé rapidement. Il y a eu les pompiers, les policiers, les ambulanciers. Puis la prise en charge apparemment a été rapide. OK. Puis là, après ça, en fait que si, mettons, on revient dans le cours des événements, tu as passé une semaine aux soins intensifs, tout ça. Ouais. Après ça, tu as été là. Ils m'ont mis dans un coma artificiel à cause des douleurs puis de la situation. Ensuite, j'ai été quelques semaines, je crois, 2 semaines à l'hôpital dans une chambre. Mais j'étais encore brisée. OK. Puis là, ils m'ont opéré, ils m'ont fait je me souviens plus le nom, mais ils détachent cette partie-là du visage avec l'autre partie pour la replacer. Oh mon Dieu! Ils ont passé par les yeux, le bas des yeux, le côté, le front, puis l'intérieur de la bouche pour aller mettre des plaques partout. Des plaques partout. Des plaques de métal? Oui, de titanium. Puis quelques jours après, la chirurgienne est revenue me voir, puis elle a dit « Je suis pas contente, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. » Puis mon palais avait été brisé aussi, fait que je sentais qu'il était pas égal, il y avait un bon gap. Fait qu'on est retourné en chirurgie pour ça. Puis 1 semaine ou 2 après, j'ai eu l'opération pour mon genou. Tous les ligaments étaient arrachés et un autre truc sur le côté que je me souviens plus. Fait que ça, c'était un autre chirurgie. C'est jamais fini, dans le sens qu'il y a toujours une autre opération. Oui. J'ai pas terminé. Il faut réopérer ce genou-là. Il faut réopérer le pouce qui veut plus plier. Puis il faut arranger ma bouche, qui a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que, tu sais, quand tu disais tantôt, là, quand je faisais de la physio pour ma bouche, tout ça, je trouvais ça difficile, c'est un deuil, c'est un acceptable. Bien, on ne peut pas accepter, c'est un deuil, puis à quelque part, il faut essayer de se dire, OK, il faut que je recommence à m'aimer avec mon nouveau visage. Oui. Ça, c'est le travail sûrement d'une vie, entre autres. Est-ce que tu avais déjà eu tes opérations dans ton visage quand tu faisais ta physio? Oui. Les opérations avaient été faites. J'avais beaucoup de fils partout. Ça avait été recousu, fait que j'avais beaucoup de fils dans le visage, beaucoup de bleu encore. Tu sais, après l'accident, à un moment donné, je suis tombée sur un beat. Je voulais être un clown. Je voulais pas... Tu sais, les gens viennent te visiter. Oui. Puis ils sont comme « Ah, c'est pas si pire, t'es toute belle, ça va bien. » Puis tu vois que... Et ils se forcent, eux, pour être bien pour toi. Je voulais faire la même affaire. Fait que quand ils venaient, ça me prenait beaucoup d'énergie parce que je voulais pas les inquiéter. Fait que j'étais comme « Oh, regardez pas dedans! » Puis tu sais, c'était bien comique, mais... Mais en dedans. Par phase. Je pense qu'un temps où tu le fakes assez que tu finis par dire « Ouais, I got this, je suis capable, rien, là on est fait fort. » Puis... Mais c'est en dents de scie. Il y a des journées où c'est très bien. Encore aujourd'hui, il y a des journées où c'est très difficile. Parce que tu dois avoir encore des douleurs, l'humidité, tout ça. Oui, l'humidité est... Ça, c'est très douloureux quand on a des fractures, quand on a un accident. Ouais. Le médecin a dit que je serais un baromètre, que je pourrais peut-être me recycler à Météo Média. Parce que tu vas pouvoir prévenir juste avec tes douleurs. Est-ce que tes enfants, est-ce qu'ils sont venus te voir à l'hôpital? Oui, ma puce habite à Vancouver et est paramédic là-bas. Fait qu'à l'accident, elle est descendue, elle est restée avec moi aux soins intensifs, puis elle est revenue après ça quand j'étais en réadaptation. Puis elle aussi, je pense qu'elle a essayé d'être très forte pour moi, que je voulais faire la même affaire pour elle. Mais elle était bonne, je dirais très mère-poule. Oui. Fait que, il y a un moment donné, je voulais me fâcher et là, ça suffit, je suis capable. Puis j'ai réalisé aussi que
quand je prenais charge de mes trucs, j'avais moins mal ou moins peur. OK. Je sais pas si je suis une control freak, mais quand quelqu'un veut t'arracher un bobo, ouais. il y a une crainte, une peur. Oui. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, je vais l'arracher moi-même. Fait que quand j'étais capable de faire des trucs moi-même, je me sentais plus en contrôle de ce qui se passait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais que tu es une personne orgueilleuse? Parce que je veux pas, tu as dû apprendre à beaucoup plus te connaître à travers cet événement-là, parce que tu es seule avec, on se sent seul avec soi-même finalement. Même si on a un gros entourage, je veux pas. J'étais rarement laissée seule. Mon mari était là tous les jours. J'avais de la famille, des amis, des collègues. Mais on apprend à gérer le sentiment de vulnérabilité dans lequel on se trouve. Tout d'un coup, je pouvais pas aller aux toilettes par moi-même, je pouvais pas me laver, je pouvais pas me nourrir, je veux dire, je pouvais pas me nourrir de toute façon. Mais il y a un sentiment de vulnérabilité qui est vraiment très présent. À l'hôpital, il y a une infirmière qui m'a punie parce que je voulais pas prendre le Tylenol en liquide. Il était très tard la nuit, puis j'avais besoin d'aller aux toilettes. Puis il faut qu'il me lève pour me transférer, mais le Tylenol me faisait vomir, j'avais toujours des nausées. Fait que je lui ai dit, écoute, attends, j'aimerais aller aux toilettes avant de prendre ça. Comme ça, le mouvement me rendra pas plus malade. Elle était insultée. Elle a dit, vous me dites que vous refusez d'abord. J'ai dit, non, je refuse pas le médicament. Faites juste, allons aux toilettes avant. Puis elle était fâchée. Oh mon Dieu. Ils m'ont fait les toilettes, puis quand ils m'ont recouché, j'avais plus de couvertes. Puis là, j'ai dit, sont où mes couvertes? Puis elle a dit, tu sais, des couvertes, là, ça disparaît tellement vite. C'était ça. Puis, tu sais, avec les médicaments, tu te dis, elle est peut-être partie en chercher, tu sais. Puis le lendemain matin, il faisait froid la nuit. Le lendemain matin, j'ai réalisé qu'il y avait ça, Colin. Et jamais. Non. Mais non seulement elle est jamais venue, mais même pas quelqu'un de son équipe. Non, j'ai dormi pas de couverte. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des trucs pires dans la vie, là, mais c'est cette espèce de prise de conscience-là, de OK, je l'ai fâché pour un cop de Tylenol, imagine là, ce qui pourrait arriver d'autre. Fait que là, tout d'un coup, là, t'es là, mais t'es comme consciente que chacun des intervenants qui sont là pour t'aider peuvent aussi te faire mal, tu sais. Oui. Ça doit faire de la peine. Moi, je suis un adulte, je suis pas une personne âgée. Imagine les personnes âgées dans les CHSLD. Puis je dis pas qu'ils sont maltraités, là, c'est pas du tout ça que je dis. Puis il y a toujours des bons, puis il y a toujours des pas bons. Oui, mais ce qu'on veut prendre conscience, c'est d'une réalité. Le sentiment de vulnérabilité, il est... Puis je n'avais jamais vécu ça dans ma vie. J'ai toujours été forte, je me débrouille. Puis là, tout d'un coup, je devais compter sur des gens pour tout. Est-ce que c'est le sentiment qui fait le plus mal, de dépendre des gens? Oui. Pour moi, oui. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est un autre truc, mais... Et c'était difficile, cette partie-là, de dire je suis pas capable. C'était le truc que je disais le plus souvent, je suis pas capable. Puis, est-ce que... Ben, c'est sûr aussi qu'entre autres, là, ça change toute une vie. Veux pas, parce que sûrement vous aviez prévu des vacances d'été, sûrement que vous aviez prévu plein de trucs. Est-ce que... Comment tu t'es sentie par rapport... Puis, tu sais, on dit souvent que dans des événements comme ça, soit que le couple se rapproche, soit qu'il se sépare. Comment vous êtes sentie? Comment vous avez fait pour garder votre petit cocon? On réalise très rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie qui est important. Très rapidement. J'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur mon emploi, mon travail. J'ai sacrifié beaucoup pour mon travail. Même le temps passé avec les enfants ou la famille, souvent été sacrifié pour le travail. Il arrive tel événement, on est appelé, on est toujours appelé. Puis
tout d'un coup, à l'hôpital, c'est comme s'il y avait une clarté, une évidence même. Je pensais à toutes ces années-là, puis je me disais, c'est tellement ridicule. Il n'y a rien d'autre d'important que la famille, les amis, les gens autour de toi. Mon mari a pris le contrôle de la situation comme un héros. Il était là tout le temps. J'en ai pris beaucoup. Ouais. J'ai pris la maison, le travail, l'hôpital, les centres de réadapt, toute la communication avec la SAQ, avec tous les intervenants. Il était un chef d'orchestre extraordinaire. Il a fait un sacré de bon travail. C'est pas évident. Je peux même pas imaginer les gens qui n'ont pas ce genre de support-là avec eux. Ça doit être difficile. Ça doit être difficile. Ouais. Est-ce que, veux pas, la vision de la vie, comme tu as dit, elle change du tout au tout? Ouais. Est-ce que, parce que, veux pas, là, comme tu dis, il y a encore des opérations, tout ça. C'est quoi pour toi le futur? Je ne le sais pas encore. En réadaptation, je vois un physio ou ergo ou orthophoniste, psychologue, je vois un paquet de gens. Puis le psychologue a dit, prends aucune décision parce que t'es pas en état, c'est trop frais encore. Puis il dit, cette partie-là de réorienter sa vie, les priorités, tout ça, il dit, ça va se calmer. Pour l'instant, prends pas de décision. Mais est-ce que pour toi, marcher, ou, tu sais, parce que est-ce que c'est sûr que tu vas remarcher? Je ne sais pas à quel degré. Ça, c'est la partie qui est très inquiétante pour moi. Le pouce, je veux dire, on peut toujours s'en sortir avec un pouce bête, là. Mais de ne pas pouvoir monter les marches ou se pencher pour ramasser quelque chose ou arranger ses fleurs dehors, tu sais. C'est là que tout change, hein? Souvent, moi, arranger mes fleurs, je suis non tannée qu'il y ait la mauvaise herbe. Mais là, c'est le bordel chez nous. J'ai pas pu rien faire. Avec ton événement, ce que j'apprends, c'est que je devrais apprécier le moment d'être à Cassac. C'est pas possible comment toutes les petites niaiseries qui m'irritaient avant, je les trouve tellement cute maintenant. Puis à l'hôpital, c'était comme ça aussi. Je me souviens, mes beaux-parents ont un petit chalet à Lobinière. Puis quand on se disait, quand mon mari disait « Ah, on va-tu au chalet? » J'étais comme « Ah, ça me tente, mais Colin, tout le lavage sera pas fait, l'épicerie sera pas fait, on va arriver dimanche soir tard, on va pouvoir retourner travailler. » Puis tu sais, j'arrivais au chalet, puis j'avais encore ça dans la tête, l'épicerie n'est pas faite, le lavage n'est pas fait. On a, tu sais, le quotidien là, qui roule si vite. Le cellulaire pour répondre au courrier de la job. Puis à l'hôpital, là, je me disais je voudrais tellement être au chalet, en train de jouer une partie de toc avec mes beaux-parents. Tout d'un coup, les futilités, c'est pas important, le lavage ira au diable. Oui, il s'en ira pas. Non! Oui. Mais c'est vrai que le quotidien fait en sorte qu'on perd ces moments-là, qu'on se perd dans ces moments-là. Puis si tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs, même quelqu'un, parce que, tu sais, premièrement, je suis vraiment contente que tu m'aies fait confiance puis que tu te sois ouvert, parce que je sais que c'est pas facile du tout. Ça prend beaucoup de courage de parler de soi, parler de son événement, tout ça, de l'histoire qui s'est passée. Mais si tu avais quelque chose à dire aux gens, parce que souvent en général, tant qu'on n'a pas vécu un événement comme ça, comme tu disais tantôt, c'est comme banal pour nous, ça serait quoi tu leur dirais? Conduisez pas de moto si vous n'avez pas besoin de conduire. Moto. Je veux dire, si c'est une passion puis que tu ne peux pas t'empêcher de le faire parce que c'est viscéral, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais si c'est un passe-temps, il y a d'autres passe-temps qui sont moins dangereux. J'ai été super sécuritaire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai glissé sur de la roche. Imagine les 1001 autres façons que tu peux te tuer en moto. Je
Je te remercie beaucoup, Cynthia. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je rencontre Nancy Pelletier, une femme dévouée au grand cœur qui vient nous parler de l'adoption. Soyez là!